Good morning, good Bonjour, afternoon, good bon evening, après-midi, everyone. bonsoir à My tous. name is Nyameke Je Chiama. m'appelle I Nyamike am OMEP Kiamaa. Regional Je Vice suis la President for the vice-présidente Africa region. régionale de l'OMEP I will be pour la région moderating this webinar. d'Afrique. Je serai la It is my modératrice de pleasure ce to welcome you webinaire. to seminar number 9 Bienvenue in the au OMEP séminaire Seminar numéro Series 9 de la Toward série the de Decade for Early séminaires de Childhood l'OMEP Education nommé Vers and la décennie Childhood pour Care and l'éducation et la Education, protection de la petite ECCE. enfance, First EPPE. of all, I want to remind you that Je tiens tout d'abord à we have vous simultaneous rappeler interpretation que channels nous in avons des canaux English, d'interprétation Spanish, and simultanés French. disponibles en anglais, The en webinar will be espagnol et en conducted in français. English and the Le part webinaire in se Spanish. déroulera en anglais You et can une petite access the partie en channels at espagnol. any time Vous pouvez by accéder aux canaux clicking à on tout the yellow moment en icon cliquant sur in the l'icône bottom Zoom du bar. monde And dans then la may barre I also kindly inférieure ask all the du speakers Zoom. to speak slowly Les and orateurs sont clearly priés de parler to lentement et facilitate clairement the afin de translation faciliter le process. processus d'interprétation. So we are very happy and proud to welcome you Nous to sommes this très session. heureux et fiers de And vous we are accueillir especially à cette grateful session to those et nous of sommes you who are particulièrement present here reconnaissants and on our à ceux YouTube qui sont channel, présents where the ici seminar is sur being notre broadcast chaîne de live. YouTube où le And we séminaire est have the retransmis en participation direct of many car nous countries avons la from all regions in the participation de world. très nombreux pays de Indeed, toutes this les is a régions du global monde. village. This is definitely something important. Ceci est quelque chose So to vraiment begin with, digne de I would célébration. like to give Tout the d'abord, floor je to veux, Mercedes pour commencer, donner la Mayola parole à Sache, Mercedes OMEP Mayol World Lassache, President, who is présidente going to mondiale de formally l'OMEP, open qui the va session. ouvrir officiellement So la Mercedes, session. please, you're on the Mercedes, floor. Thank you. je vous en prie, vous avez la parole. Thank you, Merci beaucoup. Nyamike. Welcome to the OMAP seminar series Merci beaucoup, 2023. Nyamike. This is the Bienvenue number à la 9, série de towards séminaires de the l'OMEP decade 2023. for C'est le early numéro childhood 9, education and care. nommé vers la décennie pour This l'éducation et la seminar will protection de la address petite the enfance, country progress EPPE. towards national SDG 4 Et ce benchmark, séminaire focusing portera early sur les childhood education. progrès réalisés par les pays en As ce you qui know, concerne OMAP les has been repères working nationaux on the de realization l'ODD of numéro rights 4. from birth, with focus on the right L'OMEP to travaille education depuis for 75 ans à la 75 réalisation years. This is des our droits de l'homme 75th dès la naissance. anniversary. Ceci est notre And anniversaire OMAP numéro actions 75, based on mettant the l'accent Human toujours Rights sur le Agenda, droit à the l'éducation. 2030 Agenda, L'action and de the l'OMEP est Formal basée sur le cadre Education Summit des droits and the de l'homme, commitments de l'agenda that we have 2030, taken le sommet on sur la this, transformation de on the l'éducation Tashkent et les Declaration engagements in pris pour le November PPE dans la déclaration de 2022. Tashkent en This novembre political 2022. agenda opens up Cet great agenda politique opportunities to nous make présente progress in de realizing grandes the rights opportunités of pour young progresser children. dans la In this réalisation des sense, droits des the jeunes Transforming enfants. Education Summit convened in En September ce sens, le sommet sur 2022 la in transformation de response to l'éducation, a convoqué global en septembre crisis in 2022, education in en terms of réponse à une crise equity, mondiale de inclusion, l'éducation, quality and en termes relevance, d'équité et d'inclusion, emphasized that de quality qualité et de education, pertinence, including that a of souligné qu'une early éducation de childhood, is qualité a fundamental human right, one of the et rights of dont society celle de la and the petite enfance est foundation un of droit humain tolerance, fondamental, peace, human rights and le sustainability. fondement de la tolérance, de la The paix, Tashkent des droits de Declaration l'homme et of de the la World Conference on ECD durabilité. and have become La the déclaration de global Tashkent framework to address sont poverty and devenus inequalities, leave a legacy est of devenu le healthy cadre living, mondial a convenu pour lutter sustainable contre planet, la and a pauvreté et les guaranteed inégalités, well-being and human right pour une of planète early durable, childhood pour in the garantir le world. bien-être et les droits de l'homme de These la petite enfance processes dans le monde. present new challenges for Et states tous ces as well processus as présentent de for nouveaux défis NGOs pour and les civil États, society, ainsi que pour which les need to be named organisations and non discussed gouvernementales et more la société intimately civile, and strengthened from now on. qui doivent être Under discutées, OMAP's partagées, own motto, right from the renforcées à start, partir de maintenant. we are working with our sights set on the Sous la devise de approval l'OMEP, of a decade for early childhood education des from droits the United Nations that reinforces dès le and guides départ, action from states and communities to the youngest children. nous Every travaillons action we take
will be linked to pour this goal. rechercher l'approbation During this year, par les one of the Nations main Unies strategies to fulfill our d'une commitment décennie pour l'éducation et la global protection de la petite enfance, and our regional qui puisse conference on renforcer et presence guider that l'action will des be held États all over the world. et des There communautés en are faveur des enfants opportunities for de la exchanging petite ideas enfance. and generate knowledge and plans to Chacune de develop nos actions inclusive, est equitable, liée à cet objectif commun. equitable and quality Pendant cette année, l'une des stratégies de Lomé pour remplir notre engagement est cette série de séminaires virtuels et nos conférences régionales présentielles. Ce sont des occasions uniques pour échanger les idées et générer des connaissances pour développer une éducation pour la petite enfance inclusive, équitable et de qualité. Nous allons partager des perspectives, des expériences, la diversité et la richesse de politique et de pédagogie du monde entier, avec la participation de spécialistes et chercheurs de toutes les régions du monde. Et aujourd'hui, c'est le thème du séminaire d'aujourd'hui et l'occasion de comprendre et de discuter du premier rapport sur le tableau de bord des ODD concernant les progrès vers les repères nationaux de l'ODD 4. Et je tiens à remercier l'équipe de l'Institut de statistique de l'UNESCO dirigée par Silvia Montoya et l'équipe du rapport GEM dirigée par Manos Antoninis. Bien sûr, les commentaires de Raja Kumari Mikhail-Samy et de Werner Munoz, des collègues très estimés, des amis, des alliés estimés de l'initiative du droit à l'éducation et de la campagne mondiale pour l'éducation. J'espère que nous pourrons profiter de ce webinaire et apprendre ensemble dans la solidarité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mercedes. Avant de continuer, je voudrais rappeler à nos auditeurs que nous n'aurons pas de questions aujourd'hui dû à une limitation dans les temps, mais si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire et nous ferons un plaisir de les diriger aux spécialistes qui vous répondront. Je voudrais donc maintenant présenter Silvia Montoya et Manos Antoninis qui seront chargés de présenter le rapport 2023 ODD 4 tableau de bord vers les repères nationaux de l'objectif ODD 4. Silvia Montoya est la directrice de l'Institut de statistique de l'UNESCO, la dépositaire officielle des Nations Unies pour les statistiques, dans les domaines de l'éducation, de la science, de la technologie, de la culture et de la communication. Madame Montoya possède une vaste expérience dans un large éventail d'initiatives nationales et internationales, visant à améliorer la qualité, la gestion, l'utilisation des statistiques de l'éducation, avec un accent particulier sur l'apprentissage. Avec l'adoption des objectifs de développement durable, ODD, elle représente l'UNESCO en tant que co-responsable de l'ODD 4, travaillant en étroite collaboration avec la communauté internationale de l'éducation. Manos Antoninis est le directeur du rapport mondial de suivi sur l'éducation depuis 2017. Il s'occupait de la section de suivi de ce rapport. Antérieurement, il a coordonné les estimations du défi de financement pour les objectifs de 2030 en matière d'éducation, les projections sur la réalisation de l'enseignement primaire et secondaire universel. Il a représenté l'équipe du rapport au sein du groupe de coopération technique sur les indicateurs de l'ODD 4, qu'il co-préside actuellement. Nous vous écoutons
attentivement. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment un énorme plaisir d'être ici avec vous. Bon, les interprètes m'ont demandé que je parle lentement. Je vais essayer de pouvoir le faire. C'est pour moi un plaisir de pouvoir présenter ce nouvel outil que l'Institut de statistique et le groupe GEM a développé. Nous allons commencer par un peu de contexte. Nous allons le mettre en perspective. Nous avons une nouvelle agenda avec des repères nationaux avec l'agenda 2030. En 2015, tout ceci a été mis en place avec le cadre pour l'action de l'éducation 2030 et il était nécessaire d'avoir certains repères et des indicateurs clés qui sont très importants pour pouvoir résoudre cette faiblesse de responsabilité que nous pouvons noter. Donc, les Nations Unies nous ont demandé qu'il y ait des améliorations en ce sens et nous avons eu une série de réunions pour aussi freiner l'impact de la pandémie. En 2021, l'UNESCO a été demandé que l'on propose des points de repère et des indicateurs clés pertinents pour réaliser un suivi correct de tous les objectifs à accomplir. Si vous pouvez voir une frise chronologique où vous pouvez voir tout le travail qui a déjà été accompli avec des indicateurs de niveau global et également 32 autres indicateurs. Et l'idée, c'est d'arriver à un consensus et nous avons travaillé énormément avec des groupes de coopération technique pour essayer d'arriver à 7 indicateurs clés. Et en 2020, nous avons donc mis en place un processus qui allait nous montrer comment nous allions faire pour arriver à ces 7 indicateurs clés. Et donc, nous nous sommes mis d'accord pour voir quelles étaient les valeurs de référence à suivre. Et nous avons eu une réunion générale. Pendant la première partie de l'année, nous avons fait quelques évaluations, quelques questions, et le groupe de coopération technique nous a aidés à faire. Et ensuite, le directeur associé pour l'éducation de l'UNESCO nous a approuvé ce processus et nous a demandé d'indiquer les valeurs à suivre des indicateurs clés. Nous avons aussi mis en place un outil en ligne. En 2022, nous avons présenté le premier rapport pendant la Journée internationale de l'éducation et ensuite nous avons eu un autre rapport, une consultation à la population pour qu'ils complètent et révisent les indicateurs et les valeurs déjà établies pour voir s'il y avait une nouvelle information possible, surtout en rapport à la pandémie. Nous avons donc présenté tous ces rapports en juillet et nous avons eu plusieurs échanges pendant ce sommet et c'est là où a été décidé qu'il y aurait de nouveaux indicateurs sur l'éducation numérique. Et en janvier 2023, nous avons présenté le nouveau tableau de bord
des ODD. Et donc, vous pouvez voir ici les 7 indicateurs clés avec les objectifs de l'ODD 4. Et voici les 7 indicateurs que nous avons finalement choisis pendant tout ce processus de tellement d'années. Et cela a à voir avec l'éducation de la petite enfance et le degré de complétitude de cette éducation. Nous avons également l'alphabétisation et la maîtrise des mathématiques. Nous avons également l'apprentissage accompli avant de rentrer dans l'école primaire, et nous avons également un indicateur sur l'éducation supérieure. Nous avons un indicateur qui est en rapport avec les enseignants et les enseignantes, et ensuite la mise en place de l'action. Nous avons cet outil que nous avons présenté en 2021. C'est l'Observatoire global de l'éducation. Vous pouvez voir les pays, le détail de chaque pays, où vous pouvez voir les données des 7 indicateurs. Et ici, vous pouvez voir la tendance de chaque pays. Cette information est déjà en ligne. Et voici également le rapport présenté en juillet, où vous pouvez voir l'analyse de chaque indicateur. Vous avez l'annexe également, qui est un outil très important. Vous pouvez voir ici dans l'annexe toutes les valeurs en détail de chaque pays. Il n'y a pas d'indicateurs généraux pour chaque pays, sinon nous avons choisi pour chaque pays un indicateur spécifique. Donc, vous pouvez voir sur l'annexe toutes ces valeurs. Vous allez voir les valeurs de base de 2015 et vous pouvez les comparer avec 2025 et 2030. Vous pouvez les voir sur ce rapport. Pour comprendre la contribution massive de chaque pays, nous pouvons dire que 65% des pays ont complété leur formulaire pour participer. Et ces deux processus du CARICOM et de l'Union européenne ont été également employés en tant que référence. La plupart des autres pays et les régions, l'US et le UJI, ont également des cadres de référence. Et nous avons identifié que 10% des pays n'ont pas de valeur à signaler. Et ces pays n'ont pas d'objectif quantitatif. Et ils n'ont donc pas d'objectif à signaler et à modifier, donc ils n'ont pas envoyé ni de formulaire.
ni aucun document officiel qui nous signale les objectifs à atteindre pour ce pays en particulier, qu'ils attendent pour 2025 et 2030. Voici une analyse du monde selon chaque pays, et comme nous pouvons voir, un processus similaire à celui du changement climatique, où l'on peut voir comment contribue chaque pays à l'éducation. Nous pouvons voir aussi la conséquence de chaque objectif des pays comparé aux valeurs initiales avant la mise en place de ces objectifs. La ligne noire est l'indicateur de base et le triangle vide et les valeurs pour 2025 et le triangle bleu est celui qui est visé pour 2030. Nous pouvons voir qu'il y a certaines valeurs très ambitieuses et même certains repères qui vont à la baisse, comme par exemple la désertion scolaire. Et certains nous pouvons voir qu'ils ont amélioré, mais voilà ce que nous pouvons partager pour toute la communauté internationale. Nous avons également ajouté le cas particulier de 12 pays, où ils ont indiqué quel était le processus pour arriver à mettre en place les bonnes pratiques pour mettre en place les objectifs d'éducation. Et donc, ce sont des pays qui ont été très actifs pour essayer d'accomplir leurs objectifs. Nous avons à peu près des pays de chaque région, donc vous pouvez voir ceci sur la publication. Dans cette suivante diapositive, vous pouvez voir que l'une de nos responsabilités est de fixer les objectifs et donner un appui aux pays et aux communautés internationales pour que les pays sachent si ces objectifs sont réalisables ou pas, parce que des fois, ils sont ou bien trop ambitieux ou bien trop peu ambitieux, et nous pouvons les aider avec notre suivi. Avec ces indicateurs, nous pouvons les aider. Nous avons donc proposé deux alternatives pour mesurer ces progrès. Donc déjà, c'est les objectifs que chaque pays a fixés, et l'autre idée, c'est de mesurer le progrès possible. C'est ce point numéro 2, c'est un objectif, un but que nous, à partir des progrès observés en général dans tous les pays, et nous pouvons donc évaluer s'ils peuvent s'efforcer un peu plus pour accomplir l'objectif. Je vais donc céder la parole maintenant à Monsieur Manos Antoninis. Merci beaucoup, Sylvia. C'est un grand bonjour à tout le monde. C'est vraiment un plaisir pour moi de participer à toute cette réunion. Avec tout ce travail réalisé, il y a à peu près 2 mois, nous avons lancé le rapport de progrès. Nous l'avons appelé tableau de bord de l'ODD 4.
Et ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est que c'est vous montrer tout ce qui a été réalisé. Et le premier, c'est la participation de la petite enfance dans l'éducation. Comme vous pouvez le voir, il y a environ 200 pays qui ont été regroupés quant à leur indice de participation dans l'éducation. Selon les objectifs nationaux qui ont été définis, s'organisent à travers les revenus de chaque pays, les pays avec un PIB plus important, les pays qui se trouvent en haut du tableau sont ceux qui ont un progrès plus rapide et qui sont plus probables qu'ils atteignent l'objectif. Mais nous pouvons voir sur cette colonne que les pays, même à faible revenu, sont prêts à atteindre leur objectif proposé. Ensuite, en bas, nous voyons que les pays qui ne sont pas proches de leur objectif ou qui ont une progression très lente, et il y a d'autres pays qui vont même chaque fois plus lentement ou ralentissent, et d'autres pays qui n'ont pas de données ou qui ne sont pas suffisants pour savoir s'ils sont prêts d'accomplir leur objectif. Ensuite, les pays qui n'y a directement aucune donnée disponible. Ce qui est important de savoir, ce sont les données historiques, et nous avons deux graphiques avec des indicateurs différents. L'un avec la complétion du collège et du lycée, et de l'autre est de l'éducation de la petite enfance. Nous avons donc établi à partir des pourcentages de 0 à 10%, les enfants qui finissent l'école. Et ensuite, nous pouvons voir les points gris qui sont le progrès moyen de chaque pays. Nous voyons s'il y a une accélération de la progression, des progrès. Et nous voyons lequel ralentissent. Nous voyons plusieurs variations. Nous voyons que des pays doublent leur capacité de progrès et d'autres qui vont plus lentement. Mais c'est une information très importante parce qu'elle nous permet d'anticiper qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui ne va pas si bien dans chaque pays. Quant à l'indice de participation dans la petite enfance, nous voyons des grandes variations dans la progression. Vous pouvez apprécier sur ce graphique que le progrès va en diminution quant à cette éducation universelle. Nous avons ici deux autres graphiques intéressants qui ont à voir les objectifs recherchés pour que tout s'améliore. Il y a deux types d'objectifs, comme il a été décrit antérieurement.
Sur l'axe vertical, nous avons les objectifs définis par par chaque pays. À gauche, les objectifs d'apprentissage et dans l'axe horizontal, les points de référence possibles qui sont réalistes, mais peut-être ambitieux pour certains. Ceci nous montre que pour les pays que nous avons analysés, les points qui sont sur la diagonale sont ceux qui ont été plus proches d'accomplir leur objectif. Nous pouvons voir sur le graphique de la gauche de l'apprentissage, il y a une très grande variation des pays qui se trouvent tout à gauche, qui ont un objectif très ambitieux parce qu'ils ne sont pas familiers avec ce type d'indicateurs. Par contre, à droite, ce sont des pays qui ont tendance à être un peu plus bas parce qu'ils sont conscients de leurs limitations et ne cherchent pas à avoir un objectif si ambitieux. Donc, c'est une observation très intéressante parce que ceci va nous permettre de suivre les progrès réalisés par chaque pays. Nous allons passer à la partie la plus intéressante de la présentation. Donc, ce que nous recherchons surtout, c'est le taux de participation dans l'éducation. Et pour nous, ce qui est important, c'est que le tableau de bord ne soit pas le point final de cette discussion, sinon le début, le commencement, pour pouvoir changer. Et c'est ce que nous cherchons à faire, c'est que chaque pays mette en place ce tableau de bord. Nous avons donc trois aspects très importants. Le premier est la législation. Et c'est ce que nous attendons à partir de l'agenda des ODD. C'est que les pays puissent garantir au moins 1 an d'éducation gratuite et universelle pré-primaire. Donc, nous voyons ici que le progrès a été vraiment très lent. Et jusqu'à aujourd'hui, deux pays dans le monde ne peut garantir ni 1 an d'éducation pré-primaire. Ceci est vraiment très inquiétant et entre les pays qui le garantissent, nous pouvons voir également des différences qui garantissent jusqu'à 6 ans d'éducation pré-primaire, d'éducation préscolaire. Ce que nous pouvons observer ici, c'est que nous voyons des améliorations, bien sûr, sur les graphiques de la droite, parce que les gouvernements ont établi ceci comme une priorité ou parce que peut-être il y a une politique qui a pu favoriser ceci. Comme nous pouvons voir, il y a très peu de pays, seulement 16, qui ont donné une priorité à ceci. Et la plupart de ces 16 pays sont des pays à de hauts revenus. Les pays que nous voyons ici, l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Ouzbékistan, ne sont pas des pays de hauts revenus, mais à partir qu'ils ont mis en place une loi, le taux de participation a augmenté. C'est un aspect très important à prendre en compte. Et la deuxième politique est celle du financement. Et donc, je veux faire un commentaire là-dessus. 4 enfants sur 10 qui assistent à l'éducation préscolaire vont à des institutions privées, des institutions préscolaires privées. Donc, si nous comparons le taux
de participation avec le taux de revenu, il n'y a pas une corrélation entre le financement et la participation de l'éducation préscolaire. Nous pouvons voir sur l'axe horizontal le taux de participation en rapport avec le taux de financement. Et cette information vient de pays à revenu moyen ou haut revenu. Et nous voyons que la matriculation à l'école primaire a été triplée. Donc, nous pouvons affirmer que l'investissement public est très important. Pour le taux de participation de l'éducation préscolaire. Enfin, la troisième politique que nous avons examinée après la législation et les financements est la réglementation. Étant donné la position très importante qu'occupe l'offre privée dans de nombreux pays, il est important que les gouvernements réglementent. Comme vous pouvez le constater dans la partie supérieure à gauche du graphique, presque tous les pays du monde fournissent une réglementation de base, ce qui devrait ouvrir ou qui peut ouvrir un établissement préscolaire privé, qui peut le posséder, qui peut fermer un tel établissement préscolaire parce qu'il viole certaines règles, etc. Mais relativement, peu de pays minoritaires ont des réglementations qui sont importantes pour l'équité telles que la fixation de frais ou les subventions pour soutenir la participation ou la qualité telles que l'accréditation des enseignants. Et dans la partie droite, vous voyez que ces politiques sont importantes parce que dans la plupart des cas, avoir une politique orientée vers l'équité ou le financement est un facteur important pour le développement de l'éducation. Par exemple, comme vous le voyez à la toute fin, si un pays dispose d'une réglementation qui prévoit des subventions pour les frais de scolarité afin que les enfants puissent également fréquenter un établissement préscolaire privé, en particulier ceux qui sont dans les besoins, nous constatons une augmentation considérable de plus de 10 points de pourcentage des taux de participation. Il s'agit des informations collectées dans le cadre de notre dernier rapport de suivi mondial de l'éducation sur les acteurs non étatiques et qui figure sur le site web de PER, que vous pouvez trouver en ligne. Donc, pour résumer un peu et voir comment nous pouvons nous engager avec OMEP, et c'est un plaisir que nous ayons également la campagne mondiale de notre éducation dans cette présentation. Ces points de référence sont vraiment importants dans le sens où, comme l'a dit Sylvia, ils marquent la contribution de chaque pays à l'agenda mondial. C'est donc très important car il s'agit d'éloigner le Texas de l'objectif 5 qui, comme nous le savons, ne peut être atteint par tous les pays et de le rendre spécifique à ce que chaque pays est prêt à contribuer. Et c'est le lien que Sylvia a fait plus tôt avec l'agenda du changement climatique. La deuxième partie importante de ce processus est qu'il nous permet, comme vous l'avez vu dans ce tableau, de rendre les progrès, le suivi de progrès spécifiques au contexte de chaque pays à un point de départ différent, mais le processus les encourage à fixer des objectifs qui sont plus ambitieux que de simplement faire ce qu'ils faisaient avant, mais sans le stresser à un degré que nous savons qu'ils ne peuvent pas atteindre. Et c'est ainsi que nous devrions évaluer les progrès des pays pour savoir s'ils ont vraiment réussi à faire une différence par rapport à ce qu'ils faisaient avant le processus d'adhésion. Dans certains cas, lorsque des organisations régionales sont également actives, nous essayons de procéder de la même manière au niveau régional. Par exemple, la Commission européenne a établi pour les États membres de l'Union européenne des critères de référence régionaux sur la participation à l'éducation de la petite enfance et nous avons adopté cet objectif dans le cadre de ce processus. Ce processus nous offre également l'opportunité de nous concentrer sur les lacunes en matière de données, au moins pour les pays qui, comme vous l'avez vu dans le tableau précédent, manquent de données globales ou de données sur les tendances, ce qui nous empêche de procéder à une évaluation
Il encourage également les pays à renforcer leurs plans nationaux car il attire l'attention sur les pays, comme Sylvia l'a montré plus tôt, qui ont un plan mais qui n'ont pas d'objectif et qui n'ont donc pas de sens clair de la responsabilité. Et enfin, nous espérons que ce processus sera également très important pour le mécanisme de coopération mondiale en matière d'éducation et nous avons réussi lors du sommet sur la transformation de l'éducation, TES, à faire du processus d'évaluation des performances le lien entre ces deux éléments. Je n'entrerai pas plus dans les détails car je pense que le temps a passé et qu'il sera important d'attendre également les autres participants dans cette perspective. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Sylvia et Manos. Oui, il a passé le temps, mais je suis heureux d'avoir cette présentation et on aura des réflexions. Nous avons deux personnes qui vont maintenant parler. La première est Raja Kumari Michael Sami de l'Initiative de droit à l'éducation. Raja Kumari est une professionnelle des droits humains avec plus de 15 ans d'expérience dans divers aspects des droits humains, y compris l'éducation aux droits humains, la recherche, la formation monétaire, l'intervention et les plaidoyers. Étant une ardente défenseuse des droits à l'éducation, elle a travaillé en étroite collaboration avec des enfants et des éducateurs en Inde, du niveau pré-primaire au niveau secondaire. Elle a rejoint RTE en février 2021 et a travaillé auparavant avec une série de ONG et d'organisations nationales et internationales. Elle est titulaire d'une maîtrise en droits humains de l'Université d'Access et d'un diplôme de troisième cycle en droit international des droits humains de l'École nationale des droits de l'Inde. Raja Kumari, c'est à vous le micro. Je suis bref. Merci et bonjour à tous de la part de l'initiative pour les droits à l'éducation. Je tiens tout d'abord à remercier Mercedes et à me réjouir de l'occasion qui nous est donnée de partager nos réflexions sur ce sujet. Je remercie également sincèrement la Dr Sylvia et le Dr Manos pour cette présentation et surtout leur équipe pour ce rapport. Je considère ce rapport comme un appel opportun à la réflexion sur les objectifs et à leur mise en relation avec les politiques. Je souhaite partager certaines de mes réflexions et mes préoccupations sur 4 aspects différents. Premièrement, il s'agit de l'inclusion des enfants des communautés marginalisées dans les données. Ne laisser personne de côté est la promesse centrale et transformatrice des objectifs de développement durable et qui perdure pour atteindre les plus éloignés. Il s'agit d'assurer l'inclusion de la population socialement et économiquement vulnérable dans les données qui normalement sont laissées de côté dans le processus. Je crains cependant que les données désagrégées des groupes vulnérables ne soient pas suffisamment reflétées dans les données nationales. Bien que des initiatives soient prises pour localiser les ODD, des études menées par des organisations de la société civile démontrent des divergences entre la moyenne nationale et les données de cette population vulnérable. Si nous prenons l'indicateur ODD 4.2.2 qui mesure le taux de participation à l'éducation pré-primaire, les données désagrégées ne sont disponibles que sur la base du sexe, de même pour d'autres indicateurs. Dans ce sens, comment on comprend le progrès du point de vue d'atteindre le plus loin derrière? Ma deuxième réflexion concerne le domaine des politiques et des progrès. Je remercie sincèrement les deux organisations d'avoir fourni cette analyse critique dans ce rapport, comme le souligne l'étude mondiale de l'UNESCO sur les droits à l'éducation pré-primaire garantit légalement au moins une année d'éducation pré-primaire gratuite et obligatoire pourrait conduire à une plus grande priorité et à un meilleur financement de la part du gouvernement, des taux d'inscription plus élevés et des taux plus élevés
de bien-être de la petite enfance. Mais comme l'analyse fournie dans ce rapport le montre, les progrès réalisés dans le domaine de l'éducation primaire ne sont pas aussi importants que ceux réalisés dans le domaine de l'éducation primaire. En 2020, seuls 91 pays sur 188 garantissent 0 année d'enseignement primaire gratuit et obligatoire dans leur législation, ce qui constitue une préoccupation importante jusqu'à ce que les États convertissent leurs engagements politiques en une garantie juridique. La recherche de la responsabilité sera menacée sans une base juridique adéquate. Le pays se concentrerait sur la réalisation des objectifs, ce qui est important. Par exemple, une analyse de RTA montre que le EPP n'est pas un droit explicite dans de nombreux pays qui accueillent des enfants migrants. Selon UNICEF, l'Afrique et l'Asie accueillent 3 enfants migrants sur 100, mais comme le souligne le rapport, la plupart des pays de ces 2 régions n'ont pas de dispositions légales pour l'éducation préprimaire gratuite et obligatoire. Mon troisième sujet de préoccupation ou de réflexion concerne l'investissement public dans l'éducation et le financement privé et son implication dans la réalisation des objectifs. Je tiens à souligner le défi mis en exergue lors du sommet sur la transformation de l'éducation et de la 2e conférence mondiale sur l'éducation et la protection de la petite enfance à Tashkent, à savoir le besoin critique d'augmenter les dépenses publiques dans l'éducation préprimaire. Une fois de plus, je critique l'augmentation et je remercie sincèrement les 2 organisations d'avoir fourni cette analyse sur les dépenses publiques consacrées à l'éducation préprimaire et à la réglementation de l'enseignement préprimaire privé, ainsi que sur ses conséquences pour les progrès réalisés. Les données fournies dans ce rapport montrent que 80 pays ont fourni des données en 2018 et 2020 et n'ont dépensé que 0,43% du pourcentage de leur PIB pour l'éducation préprimaire, 43% du pourcentage de PIB pour l'enseignement préprimaire, ce qui est très préoccupant. De même, l'analyse montre qu'un doublement de dépenses de 0,25 à 0,5 du PIB est associé à un triplement des dépenses de l'enseignement préprimaire dans les pays de développement. Le taux de participation aux institutions publiques est passé de 20 à 60% en moyenne, ce qui souligne la nécessité d'un investissement public dans le EPPE. De même, les données relatives à la tendance croissante à la privatisation sont très préoccupantes, comme l'a souligné le rapporteur spécial des Nations Unies dans son dernier rapport, ce qui pourrait conduire à l'exclusion des communautés marginalisées. Selon moi, ce rapport indique également l'importance de réglementer les frais de scolarité et leur association avec des taux de participation plus élevés dans les établissements d'enseignement supérieur communautaire. Ce rapport indique qu'il intégrera des indicateurs spéciaux basés sur les initiatives mondiales, en particulier l'écologisation de l'éducation, la transformation numérique et l'engagement des jeunes, tout en saluant cette initiative. Puis, je m'inquiète également de la manière dont les aspects liés à l'EPPE seront inclus dans le scénario évolutif du droit à l'éducation. Ces aspects sont cruciaux en même temps que le EPPE. En particulier, dans des situations d'urgence telles qu'une crise climatique, les jeunes enfants sont souvent invisibles et l'on suppose qu'ils seront pris en charge par les parents et les familles compte tenu de cette préoccupation. Y aura-t-il des données ventilées sur le primaire, le primaire et le EPPE en tenant compte de la tranche d'âge des enfants de moins de 18 ans? Primaire et de le EPPE, compte tenu de la tranche, la participation serait-elle encouragée comme l'éducation numérique? Aurait-elle un impact sur ces enfants et leurs préoccupations? Serait-elle couverte dans ces 3 dimensions de connectivité, capacité et contenu? En bref, ma préoccupation est de considérer le EPPE comme un programme intégré avec la nutrition, les soins de santé, la protection et l'éducation. Les indicateurs standards qui s'appliquent à d'autres niveaux d'éducation sont-ils adaptés à le EPPE?
Sinon, comment pouvons-nous l'aborder du point de vue des données en conclusion, comme le rapport vise? J'espère que ce processus d'évaluation des progrès renforce la responsabilité pour remplir les engagements du gouvernement en développant des politiques et en allouant un financement adéquat. Merci. Merci beaucoup, Reja. Maintenant, on va écouter. On a des problèmes avec le micro. Pardon. Merci, Raja. Nous allons écouter l'analyse de Renaud Muñoz Villalobos, qui représente la campagne mondiale pour l'éducation BCE. Vernon a rejoint le GCE en octobre 2017 après avoir travaillé avec le Plan international et a agi en tant que consultant pour l'UNESCO et UNICEF et d'autres organisations internationales. Vernon a terminé ses études supérieures en philologie, droits humains, philosophie et éducation. Il possède une vaste expérience dans l'enseignement universitaire et dans les processus participatifs d'éducation aux droits humains, tant dans l'enseignement supérieur qu'avec des groupes, des enfants et d'adolescents, techniciens, professionnels et sans formation professionnelle, coordinateur de la politique et de plaidoyer, campagne mondiale pour l'éducation, les droits à l'éducation de 2004 à 2010. Maintenant, s'il te plaît, c'est à toi les micros. C'est à vous les micros. Fais-les brefs. Merci beaucoup. Bonjour à tous. La campagne mondiale pour l'éducation célèbre la publication et ses rapports de référence qui fait appel à l'ODD 4 et maintenant avec ce centre à la petite enfance. La campagne mondiale continue à être une alliée clé pour les rapports qui monitorisent le suivi et le centre de statistiques de l'UNESCO et on remercie cette opportunité pour commenter. De toute manière, on apprécie aussi l'occasion de partager la plateforme avec l'OMEP, qui est très distinguée entre les membres et qui a célébré les 75 ans et qui défend les droits à l'éducation de la petite enfance. Donc, c'est un honneur et on remercie à notre ami Mercedes Majol et à toutes les personnes qui nous accompagnent. L'éducation, c'est un droit humain universel, c'est-à-dire il ne faut pas avoir de limites. Toutes les personnes ont les droits humains à l'éducation dès la naissance jusqu'à la mort. Bien que la clarté de ces principes historiquement a été restreint, le droit à l'éducation pour des raisons économiques, politiques et limite les obligations des États seulement dans quelques États et dans certains groupes éthers. Cette interprétation, c'est impropre, mais simple aussi parce qu'il y a à peu près 700 des adultes ce sont des analphabètes qui ne peuvent écrire ni une phrase et un tiers de cette partie, ce sont des femmes et un autre. On calcule que 75 millions d'enfants entre 3 et 6 ans n'ont pas l'occasion d'aller à l'école. Il faut se rappeler que l'apprentissage tout au long de la vie est un principe pédagogique qui reflète la signification de l'éducation, puisque c'est toute l'éducation, tous les procès, et c'est aussi l'idée de que toutes les personnes ont le droit à l'éducation, à la protection, aux soins, dans tous les aspects qui contribuent au développement.
en tant que personne. En ce qui concerne la petite enfance, les statistiques disponibles confirment que l'offre est très limitée pour les enfants de 0 à 6 ans. Ce rapport, ce n'est pas l'exception. La campagne mondiale pour l'éducation se centre que toutes les informations, tous les enfants, même les marginalisés, doivent acquérir, doivent garantir ces droits et les intégrer même à le plus petit. On croit aussi que le plan d'études et la perspective d'éducation doivent couvrir le développement, la nutrition, la santé de tous les enfants et que le maire, spécialement, doit recevoir de l'éducation autant que les enseignants et les professionnels doivent recevoir une formation en continu. La campagne mondiale pour l'éducation fait appel à la promotion dans l'enseignement progressif de l'éducation pour la petite enfance, gratuite, publique et de qualité, au moins d'un pourcentage minimum. Et tous les États ont l'obligation de faire de la justice et garantir ces droits. La participation du secteur privé ne doit pas rester à côté. La tendance, c'est de renforcer l'éducation publique et de haute qualité pour la petite enfance. Donc, on croit que l'UNESCO doit renforcer aussi et garantir cette éducation pour les petites enfances. Si on examine la planification de la place des États et sa collaboration pour les pays en développement, il nous semble que l'éducation est indivisible des autres droits et que ce n'est pas acceptable. Il y a quelques exceptions parce que la plupart des États n'incluent pas la petite enfance dans ces stratégies, ni dans le plan national, ni participent dans l'économie pour les soutenir. Les dépenses varient entre 0,5% pour le PIB jusqu'à les 0 dans les pays d'Asie ou en Afrique subsaharienne. Les comités des droits des enfants a signalé dans ce rapport que plusieurs États offrent très peu d'informations pour la petite enfance et qui se limitent à des données par rapport à la mortalité, de naissance et des soins de santé. Dans un cadre des droits humains, la pression du gouvernement est absente et la valeur des rapports, comme il est présenté aujourd'hui, c'est un risque de ne pas se montrer parmi les États ou dans sa communauté. Donc, il est très important pour le secteur privé car ceci empêche les personnes marginalisées dans cette situation économique pour les garantir leurs droits. Donc, c'est un danger pour la formation et dans la planification pour la petite enfance et dans la distribution de services. Pour diverses raisons, il inclut la limitation, les patriarcats et comment le financement des organisations et les corporations, les entreprises publiques s'organisent et la subordination de nécessités de marché et les États. La perspective de l'éducation dans la petite enfance est un droit humain. Normalement,
se laisse de côté avec une vision économiste. Donc, il faut former un capital humain. Ce concept s'écroît justement pour garantir que les humains puissent être productifs après et avoir un avenir dans la société de l'économie. Donc, la petite enfance, devient une inversion finalement pour bénéficier les personnes qui contribuent et améliorer seulement leurs économies. Donc, cette perspective de l'économie ne nous montre pas que les besoins des enfants et empêche leur participation active, car on ne pense pas dans son futur ni dans son présent. Il y a des asymétries structurelles qui fonctionnent comme l'aliment pour continuer à penser ceci. Donc, les procès pédagogiques s'accumulent. Les droits humains des enfants sont indivisibles. Donc, il n'est pas acceptable de le laisser de côté pour garantir d'autres. Cette invisibilité, ce n'est pas une garantie, c'est une condition qui doit être mise au point. La déconnexion entre les propositions et les actions dans l'éducation opère dans des inégalités fortes et il y a la fausse idée de que l'économie, c'est le principal besoin pour l'éducation et c'est plutôt une dépense qu'un droit humain. Dans cette perspective, en relation avec l'éducation en tant que capital humain, il faut mesurer l'avenir futur de la petite enfant et les impacts de les capacités esthétiques et qu'il puisse avoir une identité culturelle, la valeur de toutes les civilisations, la tolérance, l'égalité, le bien-être. Au contraire, l'attention à l'éducation dans la petite enfance, dans une perspective des droits humains, ne doit pas seulement préparer aux personnes pour la vie future et pour garantir une vie à l'avenir, sinon il doit garantir la paix, il doit être une promotion de la vie en communauté. Les systèmes d'information et d'enregistrement et les efforts de l'UNESCO, comme ce rapport qui nous inclut, doivent garantir des stratégies pour pouvoir faire face à ces dépenses et de ne pas laisser la discrimination, par exemple, en matière de genre, de sexe, de mobilité humaine. Finalement, je voudrais faire une réflexion très brève qu'il faut analyser et législer en ce qui concerne la protection et l'éducation de la petite enfance. En premier lieu, les programmes ne doivent pas être un reflet de l'enfance, sinon la réalité diverse de pays. Il faut les différentes cosmovisions qui stimulent le débat et la participation de la construction des politiques publiques et donner des réponses aux structures. Il faut que les gouvernements font des systèmes intégraux et les États doivent garantir les droits des jeunes, des adultes et tous les curriculums
doit être clair pour les mères et les pères en tant que nutrition et santé pour les plus petites, où il faut avoir un stimulus plus intuitif dès la naissance. La diversité, l'interculturalité, ce sont des éléments vitaux qui font partie de tous ces processus et qui ne doivent pas être absents dans la salle de classe. La formation et la capacitation des éducateurs doivent inclure le respect pour ce qui est différent et ce sont des aspects à être mesurés et évalués. Ainsi de suite, il faut que les gouvernements garantissent aussi dans le niveau supérieur des formations et pour les personnes s'ils se dédiquent à cette capacitation, au-delà de professeurs, doivent être bien appliqués. La protection est un danger quand il est seulement associé à l'économie, comme s'il s'agit du capital humain. Et la mercantilisation des droits humains à l'éducation. Dans ce pacte à la commercialisation de l'éducation à la petite enfance doit être vu de plus près pour faire une examination complète, car il faut que l'éducation soit publique, gratuite et de qualité. Il y a plein d'efforts pour que ceci s'atteigne. Il faut fixer des références dans l'agenda de développement durable, mais il faut aussi observer les besoins afin d'améliorer la pédagogie pour être en syntonie avec l'enfance et qui donne de l'espace à la création et améliorer les points de vue des enfants pour participer. Probablement, c'est un effort très grand et qui prépare un exercice auquel les intellectuels ne sont pas coutumés, mais il ne faut pas nous laisser empêcher pour déconstruire la joie. C'est à nous de les protéger toujours. Merci beaucoup. Thank you very much, Vernon. So, we know that time is fast spent. Merci beaucoup, Vernon. Continue with the conclusion of this Et webinar. ok, et le temps a passé, mais on va continuer avec la conclusion de ce webinaire. Mercedes, notre présidente mondiale de l'OMEP, va prendre la parole. Mais avant cela, permettez-moi de parler vraiment. Non. Ok. Merci beaucoup, Nyamike. Je publierai mes travaux sur le blog et je voudrais simplement vous proposer quelques idées. Tout d'abord, nous, la communauté OMEP, devons célébrer ce tableau de bord de la ODD et tous les efforts de l'UNESCO dans ce sens. Et comme le dit Manos, ce tableau de bord, ce repère, ce tableau de bord, c'est simplement le début de la conversation, car la véritable conversation consiste à relier les progrès aux politiques du Pacifique et aux impacts positifs dont nous avons besoin en matière de législation sur l'enseignement pré-primaire obligatoire et gratuit, des réglementations et d'amélioration de la qualité de l'enseignement dans l'éducation privée. Et c'est incroyable ce que vous avez fait dans cette conclusion, parce qu'on a pu voir que l'investissement public dans l'éducation préscolaire augmente les inscriptions. Pour cette raison, lorsque Sylvia a parlé du calendrier de ce processus,
J'ai vu que nous avons participé à toutes les activités d'une manière ou d'une autre, en particulier lors de la dernière conférence de travail sur la protection et l'éducation de la petite enfance en tant qu'organisation non gouvernementale. Nous nous sommes engagés à soutenir l'initiative nationale pour l'éducation de la petite enfance afin de garantir des rapports et un suivi des qualités opportuns et fiables, ainsi que des principes directeurs et des stratégies en développant des outils, des capacités, des lignes directrices pour les pays et en fournissant des conseils et un soutien qui sont informés et fondés sur les données probantes. Pour être concrète, je pense que les membres de l'OMEP et l'ensemble de notre communauté ont pour premier devoir d'en savoir plus sur ces processus, tous les tableaux de bord. Puisque l'OMEP est présenté dans 69 pays et que nous continuons à nous développer, parce que nous aurons 4 ou 5 comités préparatoires supplémentaires lors de notre prochaine assemblée, notre travail sera principalement un travail national local. C'est-à-dire que nous devons encourager les pays à intégrer les processus de tableau de bord international de l'ODD 4 et en même temps, les commentaires nationaux de l'OMEP devraient stimuler et redresser la discussion sur les politiques qui ont une incidence sur la qualité de l'eau et de l'air, sur les politiques qui peuvent aider. Et il faut être ambitieux, comme l'a dit Manos. Nous devrions être ambitieux et bien sûr, tous à l'OMEP, nous sommes comme ça. Et on veut redresser et inclure à tous l'enfance, et pas seulement les enfants à l'école d'un an. Avant l'école primaire, à l'éducation de la petite enfance, ce qui se passe avec nos éducateurs. On ne sait pas ce qui arrive avec notre éducateur. Et aussi de la qualité de l'apprentissage des jeunes enfants par rapport à l'ODD 4.7 qui augmente en l'éducation aux droits humains, égalité des sexes et la promotion d'une culture de la paix et de la non-violence, la citoyenneté mondiale et l'appréciation de la diversité culturelle et la contribution de la culture au développement durable. Le reste, vous pouvez le lire dans le blog. Merci. Merci beaucoup, Mercedes. Mesdames et messieurs, nous avons un peu dépassé notre temps, mais vous serez heureux d'apprendre que nous sommes arrivés à la fin du webinaire d'aujourd'hui. Je veux vous remercier à tous pour votre participation, de remercier particulièrement tous ceux qui sont ici et qui regardent notre webinaire maintenant. Pour avoir plus d'informations, la vidéo de ce webinaire sera bientôt mise en ligne en 3 langues, anglais, espagnol et français, afin que vous puissiez les regarder et les télécharger à tout moment. Nous voulons profiter de cette occasion pour vous inviter de nous suivre sur les réseaux sociaux à WorldOMEP et de participer au prochain webinaire de la série. Merci beaucoup à tous et au revoir. Yes. Thank you, dear friends, for all over Thank the you world. for coming. All right.